La souveraineté économique et financière du Mali contemporain était le thème d'une conférence des auditeurs organisée par Sprika dans leur logo qui s'est tenue ce jeudi 19 septembre 2024. Pour plus de détails, retenons l'élément reporté par STTV. Très rapidement, en théologie, on va dire qu'il n'y a pas autre souverain que Dieu. C'est Dieu qui est le souverain. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes en matière politique. Politiquement, ça désigne tout simplement l'autorité supérieure ou le pouvoir suprême de l'État. Le pouvoir suprême de l'État à définir et à mettre en œuvre ses lois, ses politiques de développement en toute indépendance. Donc ça implique aussi la notion d'indépendance des États, conformément à l'esprit du droit international. Les mots, on l'entend aussi beaucoup en termes de démocratie, donc question de gouvernance, on dit c'est le peuple qui reste souverain. Donc la notion de souveraineté de l'État est quelque part détenue par chaque citoyen que nous sommes, que nous exprimons à travers les mécanismes prévus par la démocratie elle-même. Je n'ai pas l'intention de rester sur l'appréhension théorique du concept souveraineté. Il y en a beaucoup à dire. Je vais faire économie de ces aspects-là. Mais académiquement, en parlant du concept comme c'est un élément clé de la science politique, du droit international, de la diplomatie, il convient quand même de donner un repérage théorique et historique. Le précurseur en tant que théoricien de la souveraineté est considéré en matière de droit comme Jean Bodin depuis 1576. Après lui, le traité de Westphalie a beaucoup traité de la question de souveraineté en lien avec l'État et ses attributs. Ceci pour appréhender le concept de souveraineté. Le concept de souveraineté pour le Mali, historiquement parlé, avant l'invasion et l'indépendance, a connu un système d'organisation politique administratif. La discussion n'est pas à ces niveaux, souverain ou pas, question de l'État ou pas, mais la question c'est pour l'appréhender du point de vue contexte local malien. Maintenant, l'intérêt pratique du sujet, du concept de souveraineté, c'est entendu comme la superpuissance, le super pouvoir de l'État à disposer des lois, des politiques de développement endogènes. Il y a quand même certaines évolutions ou certains concepts clés qui se heurtent à cette notion de souveraineté-là. Il faut évoquer par exemple le droit international. Le droit international qui, dans son application, définit le contour de la souveraineté, qui est, par exemple, je l'ai défini la souveraineté, par exemple, le respect des territoires reconnus aux États, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires internes qui sont tous reconnus à l'État. Il ne s'agit pas de là, mais dans l'application ou dans l'animation de la scène internationale du point de vue du droit international, la question, elle est limitée, elle connaît des limitations, notamment à travers les accords et les traités auxquels les États adhèrent. Donc c'est une partie de... Je suis en train de... C'est une partie, toujours pour appréhender la question qui étrigue un peu le concept dans son fondement. Aussi, il faut parler de la dimension de l'ouverture du monde à travers la mondialisation. La mondialisation qui, je ne vais pas m'attarder là-dessus, peut être considérée comme une politique de déréglementation, tout simplement. Donc, chez nous, historiquement, et dans le contexte malien, ça c'est le contexte même de la conférence après avoir appréhendé à quoi on s'attelle, à quoi on s'attaque en tant que concept, en tant que notion clé de la théorie politique, après avoir fait cette appréhension du concept clé qui dicte cette conférence qui est la souveraineté. En venant chez nous au Mali, historiquement, j'ai touché quelques mots.
Je parlerai tout simplement pour mettre la question dans son contexte actuel au Mali, de la dernière évolution juridico-institutionnelle au Mali qui a permis l'adoption de la Constitution de juillet 2023 où, politiquement, le Mali opte clairement pour sa souveraineté. Au-delà des énoncés classiques de droit de principe, l'article 34 de la Constitution actuelle du Mali dispose que l'action publique est guidée par le principe fondé sur le respect de la souveraineté de l'État. Ensuite, sur les choix souverains du peuple, les défenses des intérêts. Donc, clairement, du point de vue politique, le Mali a opté pour sa souveraineté. Ce serait une leurre si derrière l'organisation économique et financière ou les capacités économiques et financières de l'État ne suivent pas dans le contexte qui a été défini, qui est mondial, qui est interconnecté. Donc, c'est ce qui plante les décors par rapport à ces développements. Ensemble, nous allons parler, comme je l'ai dit en introduction, de la dimension souveraineté économique et financière en face des défis structurels de développement et ensuite des enjeux géostratégiques. Après ces décors, je laisse mon co-conférencier, M. Banon, prendre la suite. La première partie, c'est de situer la souveraineté face aux défis structurels de développement. Et pour ce faire, nous avons eu à catégoriser deux sous-éléments des défis. Nous avons d'abord les facteurs exogènes, c'est-à-dire externes au pays, et nous avons les facteurs endogènes, c'est-à-dire internes et propres au pays. Pour les facteurs exogènes, le premier élément, c'est la mondialisation et l'intégration économique. Bien vrai que cela a permis d'intensifier les échanges économiques, échanges commerciaux entre les États, cela représente aussi un défi pour les pays en développement, car ces derniers doivent s'adapter aux règles du commerce international. Ces règles qui ne sont pas nécessairement à notre avantage. La preuve en est que quand nous prenons l'Organisation mondiale du commerce, qui régit les relations commerciales entre les pays, qui fait la promotion de l'ouverture en termes d'échanges commerciaux, et sachant que les agriculteurs, les acteurs économiques des pays développés, premièrement, l'argent que nous demandons ou nous prêtons auprès de ces institutions sont définis en devises étrangères, c'est-à-dire en dollars pour la plupart d'entre eux. Nous avons nous-mêmes nos propres monnaies locales. Et il faut rembourser cet argent-là en devises étrangères encore. Donc, ça fait partie des défis. Et les institutions qui nous prêtent de l'argent ne prennent pas en compte ces conditions-là. Eux, ils sont calés ou focus sur le remboursement. Et cela a été clairement défini par les programmes d'ajustement structurel. L'essence des programmes d'ajustement structurel, c'est comment structurer nos pays à rembourser la dette. C'était ça l'essence. Ils veulent l'argent et comment ils vont nous aider à rembourser la dette. Et si cela part par la dénationalisation d'un certain nombre d'industries, par l'introduction du privé, pour pouvoir rendre dynamique un certain nombre de choses, pour avoir les ressources pour payer. Et c'était ça vraiment leur volonté. Et au finish, on ne crée pas l'emploi, ça ne redynamise pas l'économie. Donc voici là quelques-uns des facteurs exogènes. Pour les facteurs endogènes que je vais parcourir brièvement, nous avons, auxquels nous sommes tous déjà familiers, qui n'est pas vraiment étranger à nous, nous avons les infrastructures qui sont insuffisantes. Quand vous avez les grandes entreprises, on a les GAFA, qui sont très connues, Microsoft, Facebook et autres, qui sont les entreprises américaines. Ces entreprises, la question c'est de se demander pourquoi ces entreprises se retrouvent aux États-Unis. Ou se retrouvent, il y en a d'autres aussi en France, Total, pourquoi ils se retrouvent dans ces pays-là. Et pourquoi nous n'arrivons pas à créer ces entreprises? La seule différence c'est que nous n'avons pas les infrastructures.
Ces pays, ils créent les infrastructures. Il faut d'abord les infrastructures. Et il y a cette citation que l'ancien président de mon pays, Yahi Boni, emploie très souvent, que je trouve très intéressante. Il dit, le développement passe, j'espère que j'arrive à bien le dire, la voie du développement passe par le développement des voies. La voie du développement passe par le développement des voies. Ce qui montre qu'il faut d'abord avoir les infrastructures avant vraiment d'avancer sur le développement. Il y a aussi les ressources humaines. Il y a la question de l'inadéquation entre l'éducation, c'est-à-dire ce que nous formons, et le marché de l'emploi. Des fonds publics qui affectent aussi la confiance des investisseurs. Donc, ça fait partie des défis qui fait que nous n'arrivons pas vraiment à contrôler, à avoir une maîtrise totale de notre souveraineté économique. Donc, il faut vraiment investir. Pour nous, ce n'est pas les ressources minières que nous avons, mais c'est le capital humain. Parce que si vous avez ces ressources que vous n'arrivez pas à exploiter, à quoi ça sert? Si vous avez de l'or que vous ne savez même pas où ça se trouve, il faut amener les géologues externes pour venir vous dire, vous n'êtes pas riche. Donc, il n'y a pas de richesse sans ce truc. Sur ce, je vais terminer ma partie et remettre la parole à ma co-conférencière qui va aborder la deuxième partie et puis on va revenir sur l'aspect de conclusion. Merci. Très bien, merci beaucoup, cher camarade ami Léandre Banon. On avait déjà annoncé la deuxième partie. Je vais essayer d'aller plus rapidement et aborder les enjeux géostratégiques de la souveraineté économique et financière. D'abord, il faut savoir qu'il y a des contraintes. Et les contraintes, je ne vais pas les développer. Je vous fais économie parce que Léandre en a essentiellement parlé, surtout du point de vue du système international à travers les accords commerciaux et leurs implications. Par rapport aux accords commerciaux, il y a juste un aspect sur lequel je voudrais quand même revenir, c'est leurs implications. Les accords de l'OMC, notamment ACP là, et ça veut dire pour les parties prenantes, il y a comment on appelle ça? Non, douanier, c'est quoi? Détaxation, voilà, tarif, voilà, comment? Et au niveau de ces accords, les produits d'origine européenne sont importés dans l'espace communautaire ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en bénéficiant de la détaxation douanière, donc les douanes, les droits des douanes et les taxes. La problématique et le dérèglement à ce niveau, c'est que les mêmes avantages par rapport aux conditions des pays africains n'est pas réciproque. Quand ces pays ont le besoin d'exporter ou de négocier leurs matières stratégiques, comme l'or et le coton par exemple. Donc les contraintes ont été évoquées et un autre aspect des contraintes sur lequel je vais m'appesantir, qui est majeur aussi, qui n'a pas été évoqué, c'est la dimension monétaire. La dimension monétaire, elle est essentielle. Je ne ferai pas l'historique, elle est essentielle parce que tout simplement, et à travers l'histoire, c'était les pays de la sous-région ouest africaine avec la France. Maintenant, avec l'Union européenne et l'UEMOA, c'est l'Europe et puis les pays africains à travers la CEDEAO et l'UEMOA précisément. Quel est le contenu de cet accord? Je ne parlerai pas de l'évolution. Au début, c'était 100%, après 90%. Actuellement, les ressources d'exploitation ou les recettes d'exploitation des pays de l'UEMOA sont logées pour 50% dans les comptes d'opération de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une moine financière qui est privée de ces pays-là et ça représente la masse pour assurer l'investissement dans les pays. L'investissement qui pourra servir à faire les infrastructures. Par exemple, Léandre a parlé de l'absence des infrastructures, même en parlant des GAFA qui sont dans les pays développés et pas ici. Il a parlé des infrastructures. Donc, ces dispositifs n'est pas favorable à nos pays-là. Heureusement, on n'a pas que des contraintes, on a aussi des potentialités.
on a des facteurs sur lesquels on peut travailler. Très rapidement, on va les situer à des niveaux. Un premier niveau au niveau des hommes, c'est-à-dire la ressource humaine, et puis l'approche systémique. La ressource humaine, tout d'abord, pour nous, il s'agit de prendre conscience des enjeux mondiaux. Parce que nos pays, là, ce n'est pas seulement dans nos capitales, dans nos villages ou dans nos pays, Mali, Burkina, Tchad, Nigeria, ce n'est pas que ça. Le monde a été planifié, les règles de gestion de ce monde, y compris celles-là qui gouvernent l'Afrique, ont été planifiées et établies bien avant des années. Donc il faudra prendre conscience de ces enjeux-là et de les adresser, de mieux les appréhender à travers l'éducation. À travers l'éducation qui fera le formatage des citoyens qui pourront assurer la souveraineté. À travers la culture de travail et un engagement contre la corruption qui sont des fléaux, tous, parce qu'on a dit défis structurels, tous qui sont des défis importants et qui nous empêcheraient de faire cette marche vers la souveraineté, très certainement. Donc il faudra y prendre conscience. Après l'homme, les défis autour de l'homme, il y a les défis autour d'une approche systémique. À ce niveau, en parlant des potentialités, j'ai envie de parler de la reprise en main. Je ne sais pas si le mot reprise est adéquat ou il faut parler de la prise en main des secteurs stratégiques par la puissance publique. N'oubliez pas la question de la souveraineté, on l'a définie au départ, on a essayé de l'appréhender comme la puissance publique de l'État. Donc il faudra cette reprise en main ou prise en main de certains secteurs stratégiques pour assurer la souveraineté à travers la puissance publique. D'abord, la question monétaire. À l'état actuel, si on reste sur la réglementation, sur le système qui est en place, c'est très difficile. On parle du Mali contemporain, obligé de rappeler l'histoire récente. Depuis la période de bouleversement institutionnel que nous connaissons, donc de transition et l'embargo, le Mali n'est plus inscrit dans ce registre où le Mali a obligation, parce que le Mali a été automatiquement autorisé de ne plus le faire, à verser ses ressources d'exploitation. Mais il faut le dire, à l'état actuel, est-ce qu'à ce niveau, actualité oblige, l'AES pourra être une opportunité ou pas? Allez savoir. Mais le système monétaire tel qu'érigé ne permettra pas d'assurer une souveraineté économique à nos États, au Mali précisément, parce que privé des fonds très importants qui pourront assurer les politiques internes de souveraineté de l'État et puis du peuple. Les secteurs stratégiques, on l'a dit, avant de parler de l'industrialisation, je parlerai de l'énergie. L'énergie en termes de potentialité. Il faut être futuriste, mais il faut être pragmatique. Il faut se donner les moyens. Et le Mali connaît certainement une crise énergétique sans équivoque qui n'a jamais existé, en tout cas de mon souvenir ou en tout cas de ce que moi je sais. Mais pour autant, on est tenté de dire que le Mali a un potentiel non exploité à travers le nord Mali. Parce qu'on dit une des autres sources de l'énergie, c'est le soleil. Il y en a en abondance là-bas. C'est le vent. Il y en a en abondance là-bas. Pour des engagements futuristes sur le moyen terme, sur le long terme, pourquoi ne pas concevoir des projets d'envergure qui assurera au Mali sa souveraineté énergétique et à la sous-région? Pourquoi ne pas exporter et le vendre et se faire de l'argent par rapport à ça? Puisqu'on parle de souveraineté financière. Et cet aspect, ce postulat-là est indispensable pour assurer le développement économique, pour assurer l'industrialisation. Donc, il faudra l'adresser de façon stratégique. Et le Mali a les moyens, mais comme on l'a dit, la souveraineté, ça commence d'abord à se travailler au niveau de l'homme. J'ai envie de dire à ce niveau que c'est d'abord un état d'esprit. Il faut travailler. Quand on compare le rendement du citoyen malien au citoyen chinois, en termes de temps de travail, en termes d'utilité de temps de travail, il faudra travailler à ce niveau sur l'humain. La gestion
des ressources stratégiques. Évidemment, ce que le Mali possède, c'est des ressources indiscutablement, si les autres en ont besoin, et qui fait d'ailleurs l'objet des enjeux géostratégiques de nos pays, c'est une réalité. Si le Mali en possède, actuellement là où on est, peut-être l'évolution récente, il y a la révision du code minier, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut une vision volontariste, il faut une vision soutenue autour de ces ressources stratégiques, précisément des idées pour faire l'avenir à travers les ressources. Parce que les ressources, c'est ce que nous en avons. Allez-y rapidement, vous avez exagérément dépassé. D'accord. Ça, c'était les facteurs de contrainte et de réussite. Les facteurs de contrainte ont été développés par Léane. Je viens de m'appesantir un peu sur les facteurs de réussite possibles. Très rapidement, les implications géostratégiques, on peut catégoriser de deux natures. D'ordre externe parce que la question de souveraineté économique et financière implique un bouleversement de l'ordre mondial qui a déjà été planifié à travers les argumentaires qu'on a développés et qui est établi à travers un système de gouvernance internationale. D'ordre interne, on l'a dit, et à travers les humains, à travers une approche systémique. Et en guise de conclusion par rapport à cette partie, ce que nous voulons dire, c'est de comprendre le monde. En parlant de souveraineté, il faut comprendre le monde. Le monde dans son histoire, dans son évolution, le monde autour de ses engagements sur les ressources stratégiques, sur les questions essentielles. Souvent, on a l'impression qu'on divertit les Africains sur des questions non essentielles pour ne pas réfléchir en profondeur et trouver des solutions idoines aux vrais problèmes existentiels. Donc, il faut comprendre que la souveraineté, quoi qu'exprimée de façon souveraine, elle se négocie. Elle se négocie avec le reste du monde. Elle se travaille à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'aller en rupture ou en confrontation avec le reste du monde. Il s'agit d'aller au contraire en toute intelligence, de façon stratégique par rapport aux enjeux de maîtrise des développements économiques et financiers. Nous vous remercions de votre aimable attention.